Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire et perspectives méditerranéennes, collection dirigée par Jean-Paul Chagnolo. Dans le cadre de cette collection, créée en 1985, les éditions L'Harmattan se proposent de publier un ensemble de travaux concernant le monde méditerranéen des origines à nos jours. Dernière parution. Jawad Habibi, Délinquance et incivilité au Maroc. Contribution à l'analyse des politiques sécuritaires, 2022. Alfred Salinas, Algérie, l'empreinte espagnole, 2022. Maria Lucenti, Le monde arabo-musulman et l'Occident dans les manuels scolaires d'Italie et de Tunisie, 2021. Jamel Belaïd, L'agriculture en Algérie. Ou comment nourrir 45 millions d'habitants en temps de crise, 2021. Salem Salah, femme tunisienne, Waqf et droit de propriété à l'époque moderne. 18e-19e siècle, 2021. Bernard Le Gorgeux, La stratégie numérique du Maroc. Vers l'émergence d'un hub numérique régional, 2021. Kamal Guerroua, L'Algérie révoltée. Entre impasse et espoir de changement, 2021. Ossine Malti, Chronique des années Bouteflika, 1999 à 2010, 2021. Jacques Izoulet, Des chrétiens en Afrique du Nord, 1945 à 1962, 2021. Mustapha Chouiki, La symbolique urbaine. Quelle mondialisation pour la ville maghrébine, 2020. Jacques Pousse, Henri Dunant, colon affairiste pionnier du sionisme, 2020. Fouad Kemache, La nouvelle Algérie au défi de se transformer, 2020. Mohamed Arakat, Dire, Études d'impact et politique publique au Maroc, 2020. Sofiane Bouhdiba, De Carthage à Lampedusa, La migration en Tunisie, 2020. Mohand Daït Ahmed, La Grande Kabylie, Arabisation coloniale et histoire fragmentaire, 2019. Meheni Akbal, Archives algériennes de la France coloniale, réflexion sur la valeur de l'administration communale, 2019. Tahar Khalfoune Dire, mélange en l'honneur de l'historien Gilbert Meignet, 2019. Sofiane Bouhdiba, Jeune de Tunisie, 2019. Chérifa Sider, Traumatisme psychologique et suicide en Algérie, 2018. Liste des abréviations. Préface. Y a-t-il une place pour la démocratie dans les pays à majorité musulmane? Une question que se posent depuis au moins 2 siècles des générations d'intellectuels de confession islamique, de la nada du 19e à la pensée critique de l'islam progressiste du 21e. Mohamed Harkoun a consacré toute sa vie à penser l'islam, afin de surmonter 2 obstacles qu'il considérait comme les principaux. D'une part, l'idée d'un système religieux, capable de donner un sens à la croyance en un seul Dieu et en même temps avec la prétention de devoir fonder le contrat social qui légitime l'exercice du pouvoir politique. D'autre part, l'idée du déclin inexorable de la croyance avec l'avènement de la société moderne, telle qu'elle était pensée par le premier positivisme et plus tard dans la théorie de la sécularisation. Dans le premier cas, l'ordre social, le monde, pour reprendre une formule chère à Max Weber, est pensé comme le reflet d'un ordre transcendant. Dans le second, cependant, la société humaine est pensée comme si Dieu n'existait pas. Son ordre est rationnellement expliqué donc seulement par les nouvelles sciences sociales. Encore, dans le premier cas, l'islam finit par être interprété à la fois intérieurement et extérieurement comme structurellement différent du système de pensée qui s'est imposé depuis les Lumières en Europe et après mondialement avec le colonialisme. Harkoun a souhaité que le moment soit venu de mettre fin à cette confrontation hors de propos entre 2 attitudes dogmatiques. Cela signifie, par conséquent, étudier comparativement les systèmes culturels qui se sont formés dans la région méditerranéenne, dans un espace historico-social bien défini également d'un point de vue géographique, selon les travaux fondamentaux de Fernand Braudel. Des systèmes différents, mais qui se parlent encore aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'ils partagent des codes linguistiques et herméneutiques sur la base desquels des générations et des peuples entiers ont appris à classer le monde depuis des siècles. Classer le monde signifie mettre de l'ordre dans la société humaine. Penser le monde ordonné est en soi un acte politique. Les religions ont tenté de répondre à la question humaine, trop humaine, aurait dit Nietzsche, de savoir comment l'ordre social est possible,
allant même jusqu'à définir quelle devrait être la forme politique la plus vertueuse pour que la cité terrestre se configure comme une anticipation du divin, fonctionnant ainsi comme une variable subordonnée aux volontés divines. On a imaginé loin des rives de la Méditerranée, dans l'hindouisme le corps social conçu comme le corps d'une divinité gigantesque. Chaque partie vitale de celui-ci correspond à une strate sociale hiérarchisée selon le système de la Varna, caste, tel que défini dans les textes sacrés, les Védas, de cette religion. En se limitant aux 3 religions monothéistes qui se réfèrent au mythe d'Abraham, la question de savoir quel est le meilleur ordre sociopolitique pour être fidèle à la parole révélée en attendant l'accomplissement des derniers temps, a trouvé une pluralité de réponses dans la longue durée des 3 religions, marquée par une dialectique récurrente entre l'institutionnalisation de la religion par le pouvoir, d'une part, et la montée des mouvements sociaux qui ont interprété le message religieux comme une promesse de libération de l'oppression du despote du moment d'autre part. Si l'on s'intéresse à la relation entre religion et politique dans le monde musulman, en particulier dans le souffle relativement court de l'histoire contemporaine, lorsque les États nationaux indépendants actuels ont émergé des cendres du colonialisme européen sur la rive sud de la Méditerranée, on voit comment les nouvelles classes dirigeantes postcoloniales ont par programme considéré, dans leur grande majorité, à de très rares exceptions près, l'islam, le régime de vérité Q'. Ils revendiquent, comme une limite à la modernisation économique, sociale et politique. Non pas un obstacle à surmonter, mais une ressource de sens collectif à maîtriser, en le transformant tout au plus en un appareil idéologique d'État. L'exemple est d'ailleurs venu de l'expérience menée en Turquie par Mustafa Kemal à partir de 1923, selon le schéma « Affaiblissement de l'islam des madrasas et des turuks pour valoriser la figure charismatique du chef de l'État ». Si l'on reporte notre regard sur ce qui s'est passé dans les pays de tradition chrétienne, catholique et protestante, en Europe dans le second après-guerre, les classes dirigeantes, qui seront les candidates retenues pour mener la phase de reconstruction puis d'expansion des années 1960 du siècle dernier, ils ne renonceront pas à se référer aux idéaux d'un évangile social capable de faire tenir ensemble la démocratie économique et la démocratie politique. Les partis d'inspiration chrétienne seront activement présents en Europe. De ceux qui deviendront bientôt de véritables partis de masse et qui seront longtemps le pivot du système politique, des chrétiens démocrates en Italie aux CDU et CSU allemandes, à ceux qui auront une vie plus courte, comme dans le cas de la Belgique ou de la France. Bref, sur la rive nord de la Méditerranée, dans le lexique du politique les 2 termes religion et démocratie définissent un large espace sociopolitique qui réunit les structures de commandement politique, la gouvernabilité, les articulations de la société civile et le réseau des associations religieuses volontaires catholiques ou protestantes. Dans les 2 cas, face aux faits, ces partis d'inspiration religieuse se sont attaqués à l'art difficile de gouverner des sociétés ouvertes et pluralistes. Ils ont vite compris que la prétention de se référer à une doctrine ou à une vérité absolue devait composer avec la contingence et les instances structurelles, relatives, de la démocratie. Ces partis ont appris que l'absoluité d'une vérité ne peut être imposée à une société démocratique sur la base du principe, c'est écrit, sous-entendu dans un livre sacré ou dans les textes d'une autorité religieuse, donc pas d'exception ou de manière différente de le comprendre ou de ne pas le comprendre. Prenons comme exemple la politique en faveur de la famille, y compris strictement démographique, dans un pays comme l'Italie, gouverné pendant plus de 50 ans par les démocrates chrétiens. L'appel continu à la fidélité de ce parti à la doctrine sociale de l'Église catholique n'a-t-elle pas empêché le référendum soit sur l'admissibilité du divorce et plus tard soit celui sur la législation sur l'avortement? À plusieurs reprises Harkoun, citant Mohamed Abdou et Mohamed Haddad, a défini l'islam comme théologiquement protestant et politiquement catholique. Pour le premier aspect, il serait capable de distinguer la sphère religieuse de la sphère politique. Pour le second, la forme politique que le catholicisme depuis l'Empire constantinien jusqu'aux monarchies de droit divin a soutenue ressemble beaucoup au processus d'étatisation que l'islam a connu depuis l'avènement des systèmes de pouvoir dynastiques qui se sont imposés entre 680 et 1250 de notre ère. Pourtant, même dans les pays catholiques, à long terme,
les partis d'inspiration religieuse en sont venus à considérer la démocratie comme la forme politique la plus appropriée pour l'exercice des libertés et la reconnaissance de la diversité. L'éthique de la fraternité religieuse ne s'est pas imposée à la logique ami-ennemi qui domine l'action politique, comme nous l'ont d'abord montré Max Weber dans la considération intermédiaire et plus tard, le sociologue allemand Carl Schmitt. Le livre de Badr Karkbi nous offre une lecture originale de la transition démocratique de la Tunisie au lendemain de la révolution du jasmin. Avec la chute du régime de Ben Ali, l'espace politique devient le lieu d'une confrontation étroite entre anciens et nouveaux acteurs. En particulier, en simplifiant grandement la dialectique qui comprend en réalité une variété de positions intermédiaires, le jeu devient vite clair entre ceux qui croient qu'il faut préserver le principe de séparation entre les deux sphères au nom d'une laïcité positive, et ceux qui rêvent de pouvoir établir le principe de légitimation de l'État sur une base religieuse. La particularité du cas tunisien est que, au moins jusqu'à l'été 2021, lorsque l'actuel président Kais Saied a concentré l'essentiel des pouvoirs constitutionnels entre ses mains, les forces politiques adverses étaient parvenues à trouver un compromis sur les règles à respecter et partager. Cependant, l'intérêt porté à l'étude menée par Badr Karkbi va bien au-delà du cas tunisien pour deux raisons. La première, la Tunisie peut représenter la tentative, jusqu'ici partiellement réussie, de construire une troisième voie entre les régimes du casque, le despotisme du bloc militaire économique et celui du turban, du bloc militaire religieux, comme dans le cas du Soudan ou du pouvoir politico-religieux des ayatollahs du cas iranien. La démocratie peut devenir un lexique commun, partagé à la fois par ceux qui la pensent de manière laïque et par ceux qui l'imaginent religieusement ordonnée sans en venir à penser qu'elle doit être religieusement subordonnée. Le compromis politique signifie alors qu'ils acceptent de ne pas penser l'islam comme la grundnorme politico-sociale, qui théoriquement n'aurait besoin d'aucune forme constitutionnelle pour donner une âme commune à un système politique. La deuxième raison de considérer l'ouvrage de Karkbi comme une contribution importante aux études pluridisciplinaires, sciences politiques, sociologie de la religion et historiographie, des rapports entre religion et politique dans le monde contemporain réside entièrement dans le fait que l'ouvrage parle de partis d'inspiration religieuse comme Nahda en Tunisie, avec un œil attentif sur l'histoire d'un parti comme les Chrétiens démocrates en Italie. Ce dernier parti a été le protagoniste dans les années 70, en pleine turbulence du terrorisme de gauche et de droite, d'une opération de redéfinition du champ politique dans un sens pleinement démocratique. Un parti de masse comme le Parti communiste, lié pendant des années à l'Union soviétique, bien avant la chute du mur de Berlin, 1989, était reconnu par les chrétiens démocrates, ou plutôt par une partie de sa classe dirigeante, celle dirigée par Aldo Moro, qui sera tué en 1978 par les Brigades Rouges, après avoir été enlevé le jour même où le Parlement italien a été appelé à ratifier l'accord de gouvernement passé entre l'ADC et le PCI d'Enrico Berlinguer. Le Parti communiste était jusqu'alors considéré comme un ennemi à l'intérieur, un parti à tenir à l'écart du pacte constitutionnel. Tout cela représente une leçon sur la façon dont la démocratie, avec toute sa fragilité et ses limites, finit par imposer la règle selon laquelle l'absolu est un habitus du cœur, mais pas le schéma cognitif de ceux qui agissent politiquement dans des sociétés ouvertes et pluralistes. La comparaison entre l'histoire d'un parti de masse d'inspiration catholique avec un parti comme la Nahda tunisienne peut sembler difficile. Cependant, à y regarder de plus près, l'étude approfondie que Karkbi propose des deux cas nous montre les différences mais aussi la proximité de penser le politique avec des catégories métapolitiques entre les deux rives de la Méditerranée. Un défi intellectuel brillamment réussi. Pei Senzo. Sociologue des religions. Professeur à l'Université de Padoue. Introduction. L'islam politique a-t-il évolué selon les mêmes modalités qui ont produit la démocratie chrétienne ? Cette question peut paraître triplement provocatrice. Primo, plaider aujourd'hui en faveur des partis politiques comme un objet de recherche encore pertinent semble une tâche fastidieuse et sans intérêt. Ce verdict, qui condamne des auteurs dont le génie est incontestable, Max Weber, Maurice Duverger, traduit la déception et le mécontentement des citoyens vis-à-vis du phénomène partisan, l'un des fondements des démocraties pluralistes.
Ce jugement assez sévère n'est pas pour autant dénué de fondement. Les citoyens se sont abandonnés et livrés à leur propre sort. Le lien s'est brisé et la représentation n'est plus à l'ordre du jour. Secondo, ressusciter le religieux dans le monde contemporain, c'est renier à la thèse de la sécularisation qui a enterré la religion dans le domaine des grandes idéologies. Interpellé par les temps modernes, Max Weber présage dès la fin du IXe siècle le désenchantement du monde, Entsäuberung der Welt, conséquence de l'autonomisation des sphères de l'agir social et la privatisation de la religion. Les théories de la sécularisation proposées à partir des années 60 présentent ce phénomène comme un phénomène inéluctable d'individualisation de la religion par rapport aux institutions religieuses, une adaptation de la religion à la modernité et un processus irréversible de la marginalisation sociale du religieux et de ses institutions. Ce cheminement prométhéen postule l'autonomisation des différentes sphères, économiques, politiques, sociales, de l'hétéronomie religieuse et la rationalisation des sphères humaines à travers une optimisation des ressources mises à la disposition des acteurs pour des raisons d'efficacité. Cette revalorisation du sujet humain favorise des processus d'individualisation et de pluralisation qui illustrent l'émancipation des personnes par rapport au cadre collectif et l'éclatement des schémas homogénéisants et unificateurs. Tertio, comparer la démocratie chrétienne et l'islam politique s'avère d'un exercice inhabituel. Pour Renato Moro, spécialiste de la démocratie chrétienne, il s'agit d'une conception tronquée d'une modernité qui serait affranchie totalement du religieux. À l'ère de la spécialisation accrue, les chercheurs privilégient les études monolithiques, centrées sur une aire géographique, une sphère continentale ou un régime politique. Ce biais semble hanter tout chercheur téméraire dans sa démarche de comparer deux univers religieux. Ce livre se situe autour de ces trois défis. Sans cautionner la thèse du retour du religieux, le procédé comparatif qui est le nôtre est instructif dans la mesure où il ne s'agit point de dresser des équivalences morales, mais de comparer des modalités de politisation et des processus d'adoption de normes séculières. Il ne s'agit nullement à travers cette comparaison de faire l'éloge d'un islam séculier, ou un islamisme qui échappe à sa nature, ou encore entériner une compatibilité essentialiste de la démocratie avec le christianisme au détriment d'un islam figé, mais il s'agit de mettre en exergue une histoire sociologique reposant sur des matériaux historiques et de terrain, ce qui soulève de nouvelles questions et met en évidence des trajectoires différenciées et leurs causes. Il serait vain de rappeler que ce livre n'a pas l'intention exhaustive de comparer deux religions monothéistes, un exercice qui requiert sans doute un haut niveau d'expertise théologique. Notre ambition est d'examiner deux dynamiques politico-religieuses agissant dans des temporalités différentes, pour dégager quelques traits distinctifs de l'agencement de deux structures partisanes, leur politisation et leur mutation dans le temps. Nous nous servons de la comparaison qu'en tant qu'outil cognitif, pour construire un savoir raisonné et objectif sur deux phénomènes observables. La comparaison est donc instructive dans la mesure où il ne s'agit point de dresser des équivalences morales, mais de comparer des modalités de politisation et des processus d'adoption de normes séculières. Nous voilà devant le risque de l'universalisme culturel et de la généralisation des schèmes de perception, à partir d'un réservoir de paradigmes préétablis et inconsciemment élaborés. Ainsi, on pourrait nous objecter la nécessité pour ces partis religieux de se séculariser, en érigeant la séparation du religieux et du politique comme un fait inévitable auquel doit obéir tout acteur politique, au détriment de la défense de son identité, ce qui semble tout à fait légitime et recevable. Or, en tant que variable heuristique, la sécularisation nous aide dans un premier temps à mieux cerner, en les réactualisant, les mutations qu'impose l'arène politique aux acteurs religieux et les reconfigurations discursives qui accompagnent cette entreprise en parallèle avec la distanciation des deux sphères. Ensuite, nous postulons que la sécularisation, à l'image de la modernité, est un processus universel, commun dans son esprit et multiple dans ses modalités. Intervient ici l'aspect heuristique de la comparaison, seul moyen fiable et productif qui conduit à partir des données factuelles et empiriques à l'élargissement de nos perspectives. Cette homogénéisation conceptuelle de deux espaces hétérogènes
consiste à forger des concepts capables de subsumer des cas différents avant de constituer une homogénéisation conceptuelle rendant intelligibles des cas pourtant différents sous bien des aspects. Sans appuyer la thèse du path dependency qui englobe dans un cadre déterministe les processus cognitifs, les univers référentiels et les représentations des acteurs dans un schéma linéaire, nous situons ce livre dans une perspective novatrice. En favorisant un dialogue méditerranéen, il s'agit de décloisonner les partis religieux d'obédience islamiste ou démocrate chrétienne souvent appréhendés dans des blocs monolithiques. Les tentatives les plus convaincantes dans ce sens sont issues des chercheurs, qui ont emprunté à l'instar de Samuel Heinstatt, la voie d'une modernité multiple, échappant à l'eurocentrisme et proposant un chemin unique pour chaque société. Pour rendre compte de ce processus de renouveau, l'ouvrage de Bertrand Bady tient une place capitale. En revalorisant le rôle de la religion dans la démarche comparative, Bady met en exergue les phénomènes de diffusion, d'importation et d'appropriation des modèles politiques étrangers. Il extrapole du Moyen Âge les éléments et arguments nécessaires pour établir une continuité avec la modernité. Thème central de son ouvrage, Bady oppose une modernité instrumentale propre au monde musulman à une modernité culturelle qu'incarne le christianisme dans sa version occidentale. Évoluant dans les premiers siècles de sa genèse en dehors de l'Empire, le christianisme a connu par son parcours historique la séparation de l'État et l'Église. L'islam, en revanche, figé dans une culture qui secrète en permanence la rébellion, serait incapable de dissocier le religieux du politique. On empiète dès lors sur le registre de la transition, porteur de mutations et de transformations profondes, qui ont touché la conception de la culture et l'art, et par synecdoque, la vision identitaire du sujet et du monde. Ce portrait est ajusté par la référence à l'Occident, le cadre dans lequel s'est épanouie cette série de changements structurels. Face à ce processus de modernisation, Bady, s'appuyant sur les analyses de Bernard Lewis, estime que la fascination militaire qu'éprouvait le monde musulman vis-à-vis de l'Occident, produit des défaites successives de l'Empire ottoman, a éclipsé tout le volet philosophique et culturel de la modernité. Par ce procédé de réductionnisme historique, se moderniser signifiait dès lors reprendre à celui qui fait face les moyens de sa propre hégémonie. Par ce jeu de miroir, la modernité musulmane se limitait à imiter et à comprendre ce qui fait la supériorité des uns et l'infériorité des autres. En réaction à cette situation de fait, 3 réponses ont été apportées: rejet de la modernisation et de l'occidentalisation, acceptation des deux, acceptation de la première mais pas de la seconde. Cette immersion dans l'histoire réciproque de 2 formations partisanes suppose donc dans un premier temps de reconsidérer la valeur heuristique des partis politiques et de les prendre au sérieux en tant que lieu légitime de production de normes et d'attestation des pratiques. L'éclatement de l'espace intermédiaire entre les gouvernants et les citoyens ne doit pas nous faire perdre de vue un objet de prédilection pour la démocratie et les électeurs. Nonobstant les diverses contributions scientifiques sur les partis politiques, l'une des insuffisances les plus pernicieuses est le désintérêt pour les partis religieux, souvent appréhendés comme une extension des organisations religieuses. L'appellation parti religieux pose problème dans la mesure où elle oscille entre 2 catégories irréductibles, à savoir le religieux d'une part, et les professionnels de la politique d'autre part. Pour Hakan Yavuz, un parti religieux est un appareil dont l'idéologie est dérivée ou façonnée par des idées religieuses et qui mobilise la base sur la base d'identités religieuses partagées. Ce type de parti cherchait à renverser le régime politique en mettant en œuvre sa propre vision religieuse du monde. Manfred Brocker et Myriam Kunkler notent que cette catégorie englobe les partis qui ont une idéologie ou une vision du monde fondée sur la religion, ayant par conséquent un attrait interclassiste, et mobilisant un soutien électoral sur la base de l'identité religieuse des citoyens, en utilisant pour cela des liens avec des institutions ou réseaux religieux déjà existants. L'absence d'une véritable littérature sur les partis religieux est tributaire selon Francesco Cavatorta et Luca Ozzano d'une méconnaissance de la nature réelle de ces partis, analysés le plus souvent au prisme d'éléments perturbateurs faisant obstacle à la coexistence pacifique en véhiculant une vision intégrale et transcendante. En effet, la prédominance du paradigme de la sécularisation, corollaire de la modernité triomphante, a relégué l'étude du religieux au second rang.
Cette tradition, enracinée en sciences politiques, est en partie héritière du néo-hégélianisme marxiste, pour qui la religion instrumentalise les forces sociales et oriente la destinée humaine vers le domaine de l'idéologie et l'illusion. D'autant plus, comme une composante extralégale d'un ordre politique libéral, la religion ne correspond ni au paradigme institutionnaliste qui dominait les premières années de la science politique ni à son revirement positiviste ultérieur vers le behaviorisme et l'empirisme. Aussi, les chercheurs ont tendance à classer les partis religieux comme étant une catégorie subsidiaire des partis confessionnels ou nationalistes. Chaque catégorie comprend à son tour des partis appartenant à des contextes géographiques et culturels différents, et offrant souvent des caractéristiques idéologiques et structurelles particulières. Première partie. Aux sources de l'islam politique tunisien. Polysémique, l'islam politique suscite une littérature pléthorique. Réactualisé en permanence par l'actualité, l'islam politique, en tant que phénomène social significatif pour l'évolution du monde dans lequel nous vivons, pose plusieurs interrogations aux chercheurs qui s'y intéressent de plus près et veulent en comprendre l'origine. La crise spirituelle fondamentale de l'islam au XXe siècle découle d'une prise de conscience que quelque chose ne va pas entre la religion que Dieu a désignée et le développement historique du monde qu'il contrôle. Ce hiatus générait l'humiliation et le déclassement civilisationnel. Comment réagir face à ce changement de curseur ? En cherchant un apaisement à une réalité douloureuse, 4 solutions ont été suggérées. Un dépassement de ce passé en s'insérant complètement dans la modernité, une restauration du passé faisant intégrer des éléments de modernité, un aller-retour, un va-et-vient entre tradition et modernité et un retour au passé sous sa forme brute. Cette dernière option a pris la forme de l'islam politique, ou pour le dire simplement, l'islam comme une idéologie systématisant le recours à un islam métasocial, hyper-normatif et conservateur en le banalisant dans la conscience musulmane. Cette reconquête culturelle de la modernité s'alimente d'une longue histoire d'accumulation des idéaux faits et refaits, de mythes fondateurs de l'islam. En s'attachant à restituer cette histoire, notre ambition est double. D'abord, rompre avec le présentéisme ambiant qui établit un lien mécanique entre l'islam politique et l'actualité des mouvances djihadistes. Ensuite, repenser la complexité et l'hétérogénéité du cas tunisien souvent éclipsé et confondu avec la confrérie des frères musulmans. En tant que mosaïque idéologique, l'islam politique tunisien, alimenté par le réservoir normatif koutebiste, a poussé vers la remise en cause de l'ordre politique tout en préservant sa spécificité tunisienne qui lui a permis de pondérer son discours. Chapitre 1. Les legs du passé, une généalogie antimoderne. Toute révolution qui n'est pas accomplie dans les mœurs et dans les idées échoue. Chateaubriand. La contestation religieuse procède du principe de la totalité et se veut prosélyte au message universaliste. Expression d'une contre-culture, l'islam politique se construit comme un contre-modèle des valeurs dominantes qui cherchent à aligner la société sur la loi de Dieu. Pour qualifier cette ambition théonomique, le paradigme français estime qu'au lieu de blâmer un islamisme anti-moderne, il convient de déplacer le regard vers une modernité anti-musulmane. La version la plus conciliante de ce plaidoyer est présentée par François Burgat. Pour l'auteur de l'islamisme au Maghreb, l'islamisme est la voie du Sud par laquelle s'exprime toute une région. La dichotomie entre le Nord et le Sud apparaît très tôt chez Burgat pour qui les décolonisations n'ont pas tenu leurs promesses politiques et économiques, et moins encore leurs promesses culturelles. La contestation religieuse traduit l'impatience devant les pesanteurs d'une entité laïque qui s'oppose à l'épanouissement de l'identité des acteurs. L'islam politique, selon Burgat, poursuit le travail d'une décolonisation inachevée. La généalogie de l'islam politique tunisien cadre avec cette logique identitaire. Parmi les ressources argumentatives classiques, omniprésence de Dieu, négation de la modernité, la naissance d'Ennahda correspond à ce que Manuel Castells appelle le projet identitaire, quand des acteurs sociaux, en exploitant les ressources culturelles mises à leur disposition, tentent d'édifier une nouvelle identité qui redéfinit leur position au sein de la société et transformer toute la structure sociale. En résistant au nouvel état naissance,
l'islam politique en Tunisie s'est engagé activement dans un processus de réinvention de la tradition qui s'apparente à une certaine modernité en tenant un discours de retour à la vraie tradition, celle du prophète et des premiers califes, par-delà l'histoire du monde musulman. Cette posture conservatrice se projette sur l'idéal califal en mobilisant les thèses de Sayed Qutb et l'organisation d'Al-Tabligh. Ainsi, notre intention n'est pas d'examiner l'islam politique dans une généralité ahistorique sans grande valeur explicative, mais d'éclairer les racines idéologiques des Nahda. 1. Survie du calife, défaite de l'Église. Le christianisme a suivi pendant longtemps la thématique stoïcienne avant de la récupérer et la dépasser. Aux antipodes du stoïcisme qui encourage l'homme à participer à la vie politique et sociale, les apôtres développent cette bifurcation en prônant l'obéissance et la justice. Elle annonce un positionnement chrétien dans l'organisation sociale à laquelle saint Paul appelle dans ses épîtres. Ce positionnement est tout simplement une manière chrétienne de vivre dans la société, sans pour autant remettre en cause l'ordre social. La théologie chrétienne va progressivement justifier et partant, légitimer le pouvoir. La formule de Jésus, « Mon royaume n'est pas de ce monde », va être plus tard inversée et devenir « Les royaumes de ce monde sont de Dieu ». Une brèche est ainsi ouverte, en attendant la cité céleste, dans la frontière qui sépare les deux mondes. L'autonomisation du religieux vis-à-vis du politique suscite vers la fin du Moyen Âge un regain d'intérêt avec l'œuvre de Martin Luther. Après son voyage à Rome, il revient plus terrifié cette fois de ce qui incarne Dieu sur terre, l'Église. Cette iniquité a suscité chez Luther une volonté ardente de réformer le christianisme. Révolté, il dénonce le trafic des indulgences et prône une nouvelle théologie, où l'accès aux vrais enseignements du Christ est conditionné par le retour à la Bible et l'individualisation de la foi. Porteuse d'un double message, la réforme luthérienne postule d'une part que tout ce qui est humain relève non pas du domaine du légitime, mais du nécessaire rapport de puissance. D'autre part, tout acte politique pour accéder à la légitimité doit dépasser le domaine de l'humain pour prétendre à la construction de la cité de Dieu. En effet, la réforme a démocratisé l'interprétation religieuse à travers une diffusion des idées contribuant à une objectivation de la pensée, en élargissant les contours de la compréhension religieuse et l'autorité qui veille à l'appliquer. José Casanova considère que ce temps historique fort a contribué, au même titre que le capitalisme, l'État-nation et la révolution scientifique, au devenir de la civilisation occidentale. En bouleversant les modes de production économique, l'argument avancé est que la théologie protestante de la grâce et de la prédestination a favorisé l'esprit d'initiative. Le protestantisme, et particulièrement ce que Weber appelle le protestantisme ascétique, a joué un rôle destructeur en sapant les fondements de la sainteté catholique. Il a créé un schisme culturel et religieux favorisant la mise en place d'une superstructure religieuse qui légitime une nouvelle éthique laïque. Dans cette perspective, le protestantisme est une forme de sécularisation religieuse interne et le canal par lequel la laïcité s'est institutionnalisée. Cette conclusion féconde s'explique par le déclin de l'Église en tant qu'intellectuel organique des chrétiens. En restituant la vie politique de l'institution ecclésiale, Hugues Portelli, parmi les premiers à participer au renouveau de l'œuvre gramscienne en France, contribuant à son transfert intellectuel dans l'Hexagone après sa réception massive en Amérique latine, distingue 4 phases. L'apparition du catholicisme en tant que mouvement révolutionnaire, son alliance avec le Bas-Empire, sa mutation en tant qu'intellectuel organique de la classe féodale, et la crise d'hégémonie qui éclate avec les hérésies. En effet, après l'édit de Milan qui a accordé la tolérance au christianisme, 311 après Jésus-Christ, l'Église a conclu une alliance avec l'appareil d'État de l'Empire, sans toutefois compromettre le caractère révolutionnaire du christianisme en tant qu'idéologie. Ce n'est qu'avec la montée du féodalisme que l'Église catholique s'est proclamée comme l'intellectuel organique de la classe dirigeante, créant un bloc féodal catholique. Ramenée à ses frontières religieuses après la crise provoquée par la montée en puissance des hérésies et la Réforme, l'Église est devenue un intellectuel traditionnel après l'échec de la Restauration. D'intellectuel organique, l'Église s'est repliée sur elle-même et s'est transformée à une caste des intellectuels traditionnels. Ainsi, la Réforme protestante a instauré un nouveau bloc contre-hégémonique qui réunit la bourgeoisie,
la paysannerie et le prolétariat. Cette alliance s'articule autour des idéaux bourgeois, la création d'États nationaux unifiés et le développement de forces industrielles. Dans ce modèle qui favorise l'individualisme, cette combinaison complexe d'intérêts mutuels a consolidé un discours moderne sur l'État, en conférant au travail et à la croissance économique une nouvelle configuration religieuse. La réforme protestante a émancipé le christianisme de ses schèmes féodaux, pour ensuite le remodeler de manière à ce qu'il soit conforme aux besoins des rapports de production capitalistes croissants. L'Église s'est affaiblie sur le plan institutionnel par la montée des hérésies de la fin du Moyen Âge, surtout celles liées au sentiment national qui se sont concrétisées dans la réforme protestante. La contre-réforme a envenimé sa position de faiblesse dans le système social. Autrement dit, elle est devenue une simple institution dans un système plus global. Cette autonomisation de l'Église a participé activement dans l'édification de la laïcité en Occident et l'accommodement du christianisme à la modernité. En terre d'islam, cette mutation structurelle, pour reprendre Marcel Gauchet, n'a pas eu lieu. L'institution califale, à défaut d'enclencher un mouvement d'individuation, a réuni dans le même corps les pouvoirs politiques et religieux, condition même de sa validité. Dès sa genèse, l'islam est apparu comme un mouvement anti-système et un projet non conformiste. Il a non seulement survécu à une période incertaine des rapports de force, mais il s'est également développé en cultivant la dissidence et le désaccord. En effet, bien que complet, ni le Coran ni la vie du prophète n'offrent une théorie de l'État. Dans cette situation de non-pouvoir, le califat, comme alternative théologique à une problématique politique, comble le religieux et le politique, le religieux étant le moteur de l'édification d'une organisation politique de la communauté musulmane et le politique un instrument au profit d'un objectif moral et eschatologique. Ainsi, faute de fondement religieux, la jurisprudence a institué le calife comme étant d'une structure nécessaire. L'idée de cette nécessité doit sa jonction dans la pensée politique de Mawardi et Ibn Taymiyya. Pour Mawardi, le califat assure une mission salvatrice, qui est l'exécution des lois de Dieu et la préservation du salut des croyants conformément à la charia, dans la mesure où la politique, dépouillée de sa temporalité, est assignée désormais à un objectif eschatologique. Ainsi le pouvoir religieux aura une prééminence sur le pouvoir temporel. L'ijtihad n'est qu'un moyen pour atteindre la démarche adoptée par le prophète. C'est ce qu'il appelle une obéissance critique et totale à la religion. Le croyant peut donner conseil à l'imam. Le prophète, qui est le modèle de l'imam, et bien qu'il fût au-delà de l'erreur, consultait ses compagnons. Il ne refuse l'obéissance à l'imam que lorsque ce dernier dévie d'une manière flagrante de la charia. Durant la période post-prophétique, la rotation du pouvoir n'a pas débouché sur une contestation structurée qui remet en cause le fiqh politique orthodoxe. La consolidation de l'institution califale a figé les théories politiques dans le formalisme religieux et la nécessaire obéissance aux détenteurs du pouvoir. Cette hypertrophie du léviathan islamique culmine avec le reflux de l'Empire arabe et la perte de sa suprématie politique et militaire. Même sous la domination des Mamelouks, le califat abbasside a largement conservé sa position symbolique, car les États musulmans nouvellement fondés dans tout le monde islamique, y compris les Ottomans, ont toujours cherché à obtenir la reconnaissance officielle du calife pour légitimer leur domination. Après une brève période d'inefficacité politique, cette institution a retrouvé sa vitalité auprès des dirigeants ottomans. La crise du pouvoir abbasside a accentué le rétrécissement de la tradition sunnite. Néanmoins, en marge de cette perspective téléologique, l'islam a connu sous la dynastie des Abbassides une tradition séculière qui témoigne d'une réelle volonté de séparer le Coran du sultan. Ce processus latent par le bas s'est manifesté par des formes discursives arrachées la religion. Il faut rappeler ici le courant Mutazilite, qui a ressuscité l'héritage de la philosophie grecque dans sa dimension aristotélicienne. Érigé en doctrine d'État sous le règne du calife Al-Mamoun, 811 à 833, ce courant a tenté au sein même de la pensée musulmane d'imposer une rupture épistémologique et une démarche rationnelle. Son épanouissement éphémère est tributaire de la floraison culturelle féconde de l'hellénisme et du néoplatonisme oriental,
ainsi qu'un relâchement militaire avec les tendances hachémites et pro-chiites suivies par Al-Mamoun, Al-Mu'tasim et Al-Wathik de neutraliser l'opposition des descendants d'Ali. En effet, le courant mu'tazilite met davantage l'accent sur la connaissance de Dieu que sur sa servitude. Il doit son essor à un jeu complexe de la pensée islamique en fermentation sous 3 formes différentes, à savoir la théologie, al-kalam, la philosophie, al-falsafa et le soufisme, at-tasawwuf. C'est également sous la dynastie des Abbassides qu'apparaît un nouveau genre littéraire séculier. Khalila wa Dimna est l'archétype des miroirs de princes, al-adab et sultaniya. Dépouillée de toute référence religieuse, elle enseigne aux dirigeants les compétences et les facultés requises dans l'art de gouverner. Outre la thématique du conseil, on trouve également des traits fondamentaux de la politique, comme la crainte et l'espoir. Dans son Risala fi Sahab, l'épître sur l'amitié, il s'adressait directement au calife al-Mansour pour élaborer une casuistique en vue de discerner les fonctions pratiques de l'État. Il dénonce l'arbitraire des juristes qui se substituent au texte et réduisent l'islam à ses 5 piliers. Préoccupé par l'état d'esprit des soldats, qui avaient une conception quasi mécanique de l'autorité, Ibn al-Mukafa'a aspire à corriger un système défaillant sans l'annihiler. Pour lui, le calife doit prendre soin d'édicter les mesures nécessaires à l'application de la loi divine, accomplir des réformes morales et culturelles et faire régner la justice. Dans la première moitié du XXe siècle, la majeure réflexion sur la laïcité se concentre en Égypte. Après le réformisme de Jamal Eddin al-Afghani et Mohamed Abdou, l'islamisme d'El-Banna et le socialisme de Nasser, Ali Abderrazik, 1888 à 1966, se singularise par sa réflexion laïque authentique. Prenant une approche popérienne qui consiste à présenter les thèses en examinant à chaque phase la validité ou la réfutabilité d'un tel argument, il s'attaque d'une manière explicite au fondement de l'institution califale. Ce questionnement semble résumer l'essentiel de son livre intitulé L'Islam et les fondements du pouvoir, et publié en 1925, un an après l'abolition du califat par Mustafa Kemal Atatürk. Il pose les jalons d'une science politique musulmane autonome, à travers une étude dialectique de la norme qui idéalise le califat et l'histoire qui le discrédite. Suivant la lignée chaldounienne, Abderrazik estime que le califat s'est accaparé le pouvoir par la force. Il s'ensuit que cette institution ne s'appuie sur aucun fondement légal ou rationnel. Cette hypothèse fait dire à Abderrazik que le soubassement religieux du calife, à savoir l'unanimité, l'ijma, s'est limité aux seuls 3 premiers califes. Partant de cette réalité historique, Abderrazik cherche à démontrer que la fonction du calife est strictement religieuse et ne doit nullement empiéter sur le registre politique. Entre le souhaitable et le réel, l'idéal et l'existant, la déification de l'institution califale trahit l'esprit de l'islam dans sa profondeur. En d'autres termes, Abderrazik borne la fonction prophétique dans la limite du message spirituel, en dehors de tout penchant politique. 2. La matrice, les frères musulmans. L'appartenance des Nahda aux frères musulmans fait toujours débat. L'historien égyptien Alia Aliani affirme que le mouvement est devenu d'office une filiale de l'Organisation internationale des frères musulmans en 1974. Mohamed El-Hachmi Hamdi note que le mouvement a rejoint l'Internationale des frères musulmans en 1979 lors du congrès de la Manouba. Aussi, l'émergence des islamistes progressistes qui contestent l'hégémonie de la confrérie ne peut qu'affirmer cette hypothèse quant à la prégnance des frères musulmans dans la jeunesse des Nahda. Objectant ceci, Moubarak Saleh El-Jari, en s'appuyant sur des entretiens avec les membres influents du parti, conteste l'allégeance des Nahda aux frères musulmans et relate que ce dernier s'est uniquement inspiré de la confrérie en reprenant ses méthodes d'action. Dans nos entretiens, nous avons relevé une inspiration, une fascination et une influence du modèle frériste plutôt qu'une appartenance de fait. Ceci s'explique par l'absence d'un héritage organisationnel ou de leadership historique au sein de l'islamisme tunisien, qui étaient des nouveaux entrants ne jouissant d'aucune expérience réelle. Adhérer aux frères musulmans, c'est intégrer une confrérie qui dispose de ses propres codes et se singularise par sa logique hégémonique. L'individu nouvellement recruté devient le vecteur et l'incarnation d'une idéologie qui se confond avec son vécu.
L'intériorisation de ce système de valeurs passe d'abord par un processus de déconstruction. Il s'agit dans un premier temps d'isoler l'individu de son milieu, pour lui inculquer un nouvel ethos islamiste. À travers ce mode de recrutement, la confrérie ambitionne de reproduire au sein de la société des intellectuels organiques qui seront chargés de diffuser une politique de subversion, afin d'ériger l'islam en outil de gouvernance. La spécificité de cette islamisation graduelle consiste à diffuser dans le temps long une conception intégrale de l'islam. Cette mise en relation tente à familiariser l'individu avec son nouveau milieu. Cette socialisation se heurte à l'hétérogénéité qui compose naturellement tout mouvement social interclassiste. La consolidation des liens entre les nouveaux entrants et la confrérie exige la mise en œuvre des dispositifs plus efficaces que de simples verbalisations d'un serment de loyauté. L'exportation du modèle égyptien en Tunisie et la promotion de Qutb comme exégète ont été facilitées par le régime de Bourguiba dans son conflit avec Nasser. Dans cette guerre de leadership, la circulation des thèses qutbistes a produit un nouveau type d'intellectuel, à la fois socialisé au sein de l'État national et opposé à ce même État et à son projet sociétal, un intellectuel qui découvre dans les écrits des représentants de l'islamisme une critique radicale de sa société et une alternative révolutionnaire originale. C'est en effet Sayed Qutb qui influence par ses écrits le mouvement naissant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.